Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo qui va traiter encore une fois du système squelettique. Donc dans cette capsule, on va explorer un peu plus les principaux processus, processus biologiques donc, qui vont affecter l'ensemble du système squelettique, donc au niveau des os évidemment. Il y a principalement 4 processus. Il y en a 2 qu'on va étudier plus en détail dans cette capsule. Donc, première des choses, les 4 processus sont listés ici. Alors, au cours d'une vie, pour une personne donnée, il y a en fait 4 grands processus qui vont affecter un os. Premièrement, évidemment, il faut commencer par les former. Donc, il y a des processus biologiques, en fait 2 principaux mécanismes qui vont permettre de construire, de former, de fabriquer les os. Par contre, ça se passe vraiment pendant l'embryogenèse, donc lorsque vous êtes un fœtus dans le ventre de votre mère, c'est là qu'on va pouvoir observer ces processus-là, sauf que, évidemment, à la naissance, c'est un élément qui n'est plus visible, et pour cette raison, dans cette capsule, on ne va pas vraiment traiter de ce processus-là. Évidemment, une fois pendant notre période de l'enfance, de l'adolescence, il faut grandir, bien évidemment, et comme beaucoup de nos organes qui vont gagner en termes de taille et tout ça, bien, les os ne font pas exception. Donc, évidemment, les os vont subir une croissance. Il y a 2 types de croissance. Il y a une croissance qui va permettre un allongement de l'os, et il y a aussi une croissance en épaisseur pour permettre, évidemment, non seulement il faut allonger l'os pour suivre la taille de la personne, mais il faut également faire grandir l'os dans le sens de la largeur pour pouvoir absorber le poids de la personne, sinon l'os pourrait se casser facilement. Donc, il doit devenir plus solide et plus épais en même temps. Donc, c'est pas juste de l'allonger, c'est aussi de l'épaissir. Et essentiellement, c'est des processus qui vont se faire pendant l'enfance, évidemment, à un niveau très, très élevé, mais ça va se faire également pendant l'adolescence, jusqu'à temps qu'on atteigne notre taille adulte. Et une fois adulte, bien, évidemment, la croissance est terminée, donc les processus associés à la croissance, processus similaires à la formation des os, en fait, c'est des processus qui se ressemblent beaucoup, vont arrêter. Ce qui m'intéresse plus, et ça va être le sujet de la capsule, c'est le point 3 et 4. Donc, la question, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est adulte? Est-ce que c'est terminé ou est-ce que les os vont continuer à être actifs, si on veut, en termes de métabolisme? Donc, évidemment, les os sont extrêmement actifs. Le point 3, j'en ai déjà discuté un petit peu dans la dernière capsule. Donc, ce qu'on appelle le remodelage osseux va se faire jusqu'à la fin de vos jours, 24 heures sur 24. C'est un processus continu qui, en fait, implique 2 choses. Soit le dépôt, ce qu'on appelle l'ossification, donc le dépôt de matière osseuse, qui est essentiellement fait par des cellules qu'on a déjà étudiées dans la dernière capsule, qui s'appelaient des ostéoblastes. Et je vous disais, blast, B pour bâtir de l'os. Donc, on va faire des dépôts de matière osseuse. Puis parfois, on va faire de la résorption osseuse. Donc là, c'est avec les ostéoclastes, avec un C, c'est pour casser de l'os. Donc, littéralement, on dégrade la matière osseuse. Et ça peut se faire pour différentes raisons, en fait, mais la principale, et c'était l'exemple que j'avais déjà utilisé, c'est souvent des variations de calcémie. Donc, si on manque de calcium au niveau du sang, on va favoriser la résorption osseuse, donc on casse de l'os pour aller chercher du calcium. Puis au contraire, on est en hypercalcémie, on a beaucoup de calcium, bien là, on va favoriser le dépôt de matière osseuse. Il y a d'autres situations, on les verra tantôt, mais en gros, ce que je veux que vous compreniez pour l'instant, c'est qu'il y a toujours du remodelage 24 heures sur 24, donc on est toujours en train de casser un petit peu de l'os, si vous voulez, ou en fait de le reconstruire, entre guillemets, selon les différentes situations qu'on pourra vivre au quotidien. Et le dernier point, et là ici, c'est pas juste pour l'âge adulte, évidemment, ça peut affecter l'enfant, l'adolescent ou l'adulte, ce qu'on appelle la consolidation des fractures. Donc, dans ce cas-ci, le terme consolidation, c'est un peu un synonyme de réparation. C'est ce que vous devez garder en tête. Donc, dans le fond, consolidation, c'est le vrai terme biologique, consolidation des fractures, mais l'idée, c'est que votre os s'est brisé, c'est fracturé. Donc, il y a des processus, en fait, c'est un processus en 4 étapes qu'on verra éventuellement, qui va permettre la réparation, donc, de l'os fracturé, tout simplement. Alors, au cours de notre vie, évidemment, on va avoir des fractures. Des fois, c'est des fractures très évidentes, mais même si vous n'avez jamais eu de véritable fracture,
certain que vous avez eu des micro-fractures dues à des exercices répétés, des contraintes mécaniques particulièrement importantes et tout ça. Et il y a les 4 étapes de la consolidation qui va se faire, même si des fractures microscopiques, vous ne sentez pas la douleur ou peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance. On est toujours en consolidation des fractures en ce sens où, au cours de notre vie, il va y avoir des situations, même si elles ne sont pas visibles, où on devra faire appel à ces étapes de consolidation pour réparer les différentes fractures. Et évidemment, il y a les fractures classiques qu'on connaît bien, où là, c'est douloureux, puis on sait bien qu'on s'est cassé je ne sais pas moi, un os de l'avant-bras, exemple. Maintenant, ce qui m'intéresse, je vais commencer avec le point 3 et 4. Comme je disais tantôt dans la capsule, on va faire abstraction des 2 premiers points. Donc, si on parle de remodelage osseux, première des choses, le chiffre n'est pas retenu, mais je trouvais ça intéressant de le mentionner quand même, parce que vous êtes toujours surpris, vous avez toujours l'impression que les os, le squelette est statique, mais en fait, on calcule que au bout de l'année, exemple pour cette année, vous allez avoir à peu près renouvelé 20% de votre squelette. Ça, c'est-à-dire en termes de masse, je dis des chiffres au hasard, mais mettons que vous pesez 200 livres, puis vous avez 100 livres d'os. C'est pas vrai, là, c'est simplement pour donner une idée. Mais 20%, ça veut dire qu'à peu près, sur ton 100 livres de masse osseuse, il y aurait un 20 livres de matière osseuse qui serait déposée. Donc, ça bouge énormément. C'est à peu près 1/5 du poids de votre squelette qui va être renouvelé à chaque année. Donc, les ostéoblastes sont très, très actifs. Et évidemment, ce 20%, ben, on peut accroître la masse osseuse, donc déposer de la matière osseuse, mais on peut aussi, comme je disais tantôt, la résorber, donc la réduire, la détruire si nécessaire. Donc, c'est vraiment un processus qui est continu, 24 heures sur 24, à chaque jour de votre vie. Et on va coordonner par des hormones, différents signaux chimiques, l'activité soit des ostéoblastes pour faire du dépôt de matière osseuse ou les ostéoclastes pour en retirer, pour casser un petit peu de l'os. Donc, des choses qu'on avait déjà vues. Le principal élément qui va instiguer l'activation, exemple, des ostéoclastes ou de la résorption osseuse ou encore des ostéoblastes pour le dépôt, c'est souvent le fait qu'on ait des contraintes mécaniques importantes ou non. Je vais définir à la prochaine diapositive ce qu'on entend par contraintes mécaniques, mais en fait, on peut imaginer que c'est un petit peu des forces que les os vont subir et pour se protéger, on peut soit déposer de la matière osseuse, exemple, ou simplement prendre l'os un peu plus solide. Donc, l'exemple qui me vient en tête, souvent, vous allez voir chez des gens avec un certain âge, après un certain nombre d'années, des os, des petites bosses sur les doigts osseuses ou des fois au niveau des orteils. Mais c'est des surplus d'os de matière osseuse qui va se déposer, des ostéoblastes très actifs, justement pour faire face à une contrainte qui use de façon sévère l'os, mais là, pour se protéger, on va déposer un peu plus de matière osseuse. Un exemple classique, la clavicule, un os mince que tout le monde connaît bien. C'est un os qui casse facilement. Il est mince, on reçoit un choc, on joue au hockey ou peu importe. C'est facile de casser cet os-là. Mais après des fractures multiples, à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? Les ostéoblastes deviennent très, très actifs pour justement essayer de combattre ces contraintes mécaniques qui amènent toujours des cassures de cet os-là. Donc, un mécanisme d'adaptation, c'est de déposer beaucoup plus de matière osseuse pour le solidifier. Puis là, vous allez voir, au lieu d'avoir une clavicule très, très lisse, il va y avoir des bosses aux endroits où ça casse plus facilement, comme, pardonnez l'expression, des petites patch de matière osseuse qui se dépose pour justement solidifier tout ça. Le nez de boxeur aussi qui est classique, hein, après des fractures multiples au niveau de la partie osseuse du nez. À un moment donné, ça fait un nez un peu plus croche avec des bosses. Ben, c'est justement ça, c'est les contraintes mécaniques qui brisent régulièrement l'os qui fait en sorte que là, on va faire des dépôts de matière osseuse un peu plus importants. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est simplement pour faire réaliser que toutes ces contraintes mécaniques vont être extrêmement importantes pour orienter l'activation des ostéoblastes et des ostéoclastes, donc pour déposer la matière osseuse ou la retirer. Contrainte mécanique, c'est un terme très général, hein? Ça fait 3-4 fois que je l'utilise. En fait, on entend par là que c'est des forces, toutes sortes de forces qui vont agir sur la structure osseuse. Ça peut être des exercices, un coureur, un marathonien qui court beaucoup, je ne dis pas que c'est mauvais. Ça dépend des gens, ça dépend de la façon qu'on court, ça dépend de l'équipement, ça dépend de l'intensité de l'entraînement, mais ça peut être des contraintes qui deviennent sévères. Donc, le choc répété des os du talon sur le sol qui est dur, bien,
si on court beaucoup, puis à chaque jour, des kilomètres et des kilomètres, ça peut devenir une contrainte mécanique qui s'exerce sur le pied. Il peut y avoir des fractures. Donc là, on pourrait, exemple, activer les ostéoblastes pour venir déposer la matière osseuse et rendre l'os un peu plus épais pour s'adapter à cette contrainte-là. Il y a des contraintes, donc des exercices répétés ou sévères. Des fois, c'est des mauvaises postures aussi qui, pendant des années, on développe une mauvaise posture et là, ça amène une contrainte plus forte sur certains os ou certains muscles parfois. C'est la même chose. Contraction des muscles aussi qui va tirer sur les os qui peuvent amener une certaine contrainte. Et la fameuse contrainte qu'on n'a aucun contrôle et qu'on vit tous les jours, évidemment, la gravité terrestre. Donc, cette force de gravité qui va exercer au quotidien une contrainte, une pression sur l'os aussi. Et techniquement, peu importe le type de contrainte, plus la contrainte est forte, plus qu'on va exercer une contrainte puissante, plus que ça va stimuler les ostéocytes. Et en réponse à cette contrainte, ces ostéocytes vont tout simplement envoyer des signaux chimiques, donc qui agissent un peu comme un élément de communication pour stimuler les ostéoblastes avec le B, donc pour bâtir de l'os. Donc on va synthétiser de l'os, du tissu osseux, de la matière ostéoïde, c'est la même chose. Et ça devrait donc permettre une meilleure solidité de l'os. Si les contraintes disparaissent, et ça c'est bien important de le comprendre, c'est pas écrit ici sur la diapositive, mais on va en sens inverse. Si on a une contrainte extrêmement sévère, on dépose la matière, mais si la contrainte disparaît, exemple, si j'ai une contrainte physique associée au type d'emploi que je fais, un emploi très physique, bon, peu importe, puis pour X raison, je change d'emploi, puis je me ramasse assis dans un bureau pour le restant de ma carrière, bien, dans ce cas-ci, la contrainte disparaît, et là, ce qu'on ferait, et ça c'est important de comprendre même si ce n'est pas écrit, plus de contraintes, on peut activer les ostéoclastes pour casser un peu de l'os. C'est plus nécessaire d'avoir un os aussi épais, et ça peut être un signal inverse. Donc les contraintes parfois activent, quand elles sont présentes, la création de matériaux ostéoïdes, mais si elles disparaissent, on peut aussi aller dégrader de l'os. Donc il y a vraiment une balance entre les deux phénomènes qui vont se faire. Les principaux facteurs qui vont modifier votre masse osseuse, ils sont écrits ici en fait. Envers, qu'est-ce qui augmente la masse osseuse? Donc, comme j'en ai beaucoup parlé à la dernière diapo, je ne reviens pas là-dessus, là, les contraintes mécaniques. Alors évidemment, ça active les ostéoblastes et tout ça. Et l'autre situation que j'ai moins parlé, que je vais vous garder en tête, l'hypercalcémie. Donc, chimie veut toujours dire sang. Cal pour calcium, hyper beaucoup, donc ça veut dire une concentration de calcium élevée dans le sang. Autrement dit, vous avez, en fait, c'est essentiellement alimentaire, généralement. Vous avez mangé des aliments riches en calcium, produits laitiers, certains fruits et légumes, peu importe. Le surplus de calcium, généralement, le calcium est une substance précieuse. Hein? Vous savez que c'est important pour les contractions musculaires, cardiaques, pour les influx nerveux. Manque de calcium, ben, difficulté à faire les influx nerveux, arythmie cardiaque, les muscles ne contractent pas, faiblesse musculaire et tout ça. Donc, c'est extrêmement important. Comme le calcium est si important, on ne gaspille pas. C'est un peu la même logique que le glucose. On va essayer de l'épargner le plus possible. Donc, quand on tombe en hypercalcémie, ce qu'on fait, c'est qu'on va activer les ostéoblastes pour stocker le calcium dans l'os. Et la façon de stocker, c'est simplement de créer de la nouvelle matière osseuse, du nouveau matériau ostéoïde, qui nécessite la présence de calcium. Donc, en ajoutant de la matière osseuse dans les os, on peut déposer du calcium comme ça. Donc, ça, c'est le deuxième facteur extrêmement important qui va permettre l'augmentation de la masse osseuse. Donc, c'est pas juste le fait d'avoir des contraintes mécaniques. L'hypercalcémie peut conduire à ça aussi. Maintenant, diminution de la masse osseuse, c'est exactement les deux situations inverses. Si je suis en hypercalcémie, ben, je peux être en hypocalcémie. Donc, une diète qui est pauvre en calcium, ne prenez jamais de produits laitiers ou de fruits riches ou de légumes riches en calcium. Il peut y avoir des problèmes hormonaux aussi, endocriniens qui provoquent ça, des troubles d'absorption du calcium, même si vous mangez beaucoup de calcium, il n'est pas absorbé au niveau intestinal, c'est moins efficace, ça arrive chez certaines personnes. Peu importe, vous êtes en hypocalcémie. Donc ça, c'est vraiment une condition qui va activer les ostéoclastes. Ça veut dire qu'on va casser de l'os, dégrader la matière osseuse pour libérer du calcium. Et si vous avez un patient qui est en hypocalcémie sévère et chronique, si je peux dire, exemple, si ça se fait sur une longue période,
ce qu'on peut observer, c'est à un moment donné une fragilité des os, parce qu'à force de casser, de dégrader pour aller chercher le calcium, ben, ça fait des os beaucoup plus fragiles, plus faciles à casser, des problèmes comme l'ostéoporose, entre autres choses. Alors ça peut être une situation sévère aussi. Mais il faut garder en tête qu'il y a des situations d'hypocalcémie tout à fait normales. Exemple, la nuit, on est à jeun, on ne mange pas pendant la nuit, on dort. C'est possible que la calcémie tombe en dessous de la normale. On va dégrader un petit peu d'os, on active un peu d'ostéoclaste, mais en déjeunant le matin, on récupère du calcium, on va redéposer. Donc, généralement, chez une personne en santé, il y a une balance entre l'augmentation de la masse osseuse et sa diminution. On a parlé aussi de l'élimination des contraintes mécaniques, donc c'est un peu l'inverse de tantôt. J'en ai parlé dans le diapo, donc si on enlève les contraintes mécaniques, c'est plus nécessaire d'avoir une accumulation de matière osseuse, donc les ostéoclastes vont aller éliminer tout simplement le surplus de la matière osseuse. Le nouveau point qu'on n'a pas discuté, parfois, on peut observer une diminution de la production de collagène. Donc, le collagène, c'est des fibres protéiques importantes qu'on a déjà vues aux dernières capsules. On vous disait que ça rentre dans la composition de la matrice extracellulaire qui va composer le tissu osseux. Par contre, si vous n'avez pas de collagène, les fibroblastes ne sont plus capables de produire de collagène, ça va stopper. Non seulement ça stoppe la production de matière osseuse, mais ça peut même favoriser la destruction de la matière osseuse. En fait, c'est un signal qui va activer directement les ostéoclastes. Donc, ça peut être un problème également. Maintenant, la question, c'est de savoir quel type de signaux dans votre corps vont favoriser la résorption osseuse, exemple, ou encore le dépôt de matière osseuse. Donc, il y en a beaucoup. Ici, c'est les principaux que je vous présente. En bleu, c'est les signaux qui vont favoriser le dépôt de matière osseuse. Et en rouge, c'est plutôt les signaux qui vont favoriser la résorption osseuse, donc les ostéoclastes pour casser de l'os. Alors, à gauche, la première que je vous présente, je commence par celle du centre, l'hormone de croissance. Donc, évidemment, cette hormone-là, qui va être produite non seulement chez l'enfant et l'adolescent pour permettre la croissance musculaire et osseuse, c'est une hormone aussi qui va être produite chez les adultes pour réparer, entre autres, les tissus endommagés. Ça peut être au niveau de l'os, mais ça peut être au niveau de d'autres tissus aussi. C'est en fait une hormone qui fait beaucoup de choses, mais entre autres, on stimule la mitose, donc la reproduction cellulaire. Un autre effet de l'hormone de croissance, ça va être de stimuler directement la croissance des cartilages épiphysaires, notamment la plaque qu'on retrouvait dans la métaphyse, si vous vous souvenez de la dernière capsule. Donc, pour justement allonger l'os, et favoriser le dépôt de la matière osseuse. En d'autres mots, c'est une hormone qui va stimuler l'activité des ostéoblastes. Donc, ces cellules qui, une fois activées, vont construire l'os, en fait, déposer la matière osseuse. Vous avez aussi les hormones thyroïdiennes, exemple T3, T4, qui sont produites dans la thyroïde, qui sont des hormones avec d'effets multiples, mais le principal effet des hormones thyroïdiennes, c'est vraiment d'activer le métabolisme. Donc, on entend par le métabolisme l'ensemble des réactions chimiques dans l'organisme, dans les cellules. C'est un accélérateur du métabolisme. Donc, le métabolisme va être non seulement plus rapide au niveau des os, des muscles, mais dans toutes les cellules à peu près du corps. Sauf exception, il y a quelques cellules qui n'ont pas de récepteurs aux hormones thyroïdiennes, mais c'est plutôt rare. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'il faut visualiser, c'est qu'on n'a pas un effet direct sur les ostéoblastes ou les autres cellules. En fait, c'est que l'hormone thyroïdienne va accélérer l'ensemble des réactions chimiques d'à peu près toutes les cellules de votre corps, incluant les ostéoblastes. Donc oui, l'hormone de croissance, par exemple, peut stimuler l'activité des ostéoblastes. Elles vont faire leur travail, mais l'hormone thyroïdienne, en fait, va plutôt faire en sorte qu'au lieu de travailler à 30%, on va travailler à 100%. Donc, on va vraiment accélérer des processus qui sont normalement effectués par ces cellules-là. Et ça, il faut quand même visualiser que les hormones thyroïdiennes, même si ce n'est pas le sujet du cours aujourd'hui, ont ce pouvoir-là sur à peu près toutes les réactions chimiques, sur la respiration cellulaire, sur la lipolyse, l'hypogénèse, peu importe les réactions. L'idée, c'est vraiment d'accélérer les différentes réactions chimiques. C'est un accélérateur. Donc, il n'y a pas un effet direct, c'est un effet indirect. Ceci dit, c'est extrêmement important parce qu'il y a des gens
qui ont des retards de croissance dus à un manque d'hormones de croissance, mais il y a aussi des gens qui ont un retard de croissance au niveau de l'enfance parce qu'on ne produit pas assez d'hormones thyroïdiennes. Et bien qu'elles n'ont pas un effet direct sur la croissance des muscles ou des os, parce que ça, c'est le job de l'hormone de croissance, ceci étant dit, ces hormones thyroïdiennes le fait qu'elles ne sont pas présentes, les hormones de croissance et leur effet associé vont être trop lentes. Okay? Donc, c'est vraiment une hormone puissante, l'hormone thyroïdienne, qui agit de façon générale un peu partout pour accélérer les réactions chimiques, incluant celles associées aux ostéoblastes. Donc, elles sont nécessaires, en fait. L'autre point, c'est les hormones sexuelles. Donc, ça, c'est très bien connu également. Les oestrogènes chez la femme ou testostérone chez l'homme vont accélérer, mais de façon très significative, la croissance osseuse et l'activité des ostéoblastes. Donc, ça, on connaît également ce point-là. Les ostéoblastes sont beaucoup plus stimulés en présence d'hormones sexuelles, ce qui entraîne un allongement rapide des os pendant la période de croissance. Pensez à la puberté. Donc, quand on commence à produire des hormones sexuelles, évidemment, on va vraiment se transformer de façon très rapide et très nette, très évidente au niveau, que ce soit un gars ou une fille, un jeune homme et une jeune fille, évidemment. On le sait, là, de 12 à 18 ans, les transformations vont être rapides et assez marquées. Donc, c'est les hormones sexuelles qui font ça. Et entre autres choses, pas juste au niveau musculaire, mais au niveau osseux, on va accélérer l'activité des ostéoblastes pour le dépôt de matière osseuse qui permet à l'os de grandir et de se solidifier. Particulièrement important chez les femmes en ménopause, probablement un sujet que vous avez déjà entendu parler, c'est très bien connu, mais je le mentionne quand même. L'estrogène favorise vraiment directement en fait le dépôt de calcium stimulé par les ostéoblastes. Contrairement à l'homme qui n'aura pas, bien que parfois on parle d'andropause, il peut avoir une diminution de testostérone, mais en théorie, un homme en santé devrait produire de l'hormone sexuelle jusqu'à la fin de ses jours, bien que cette production peut diminuer avec le temps. Mais chez la femme, la ménopause est beaucoup plus marquée que chez l'homme, donc il y a vraiment une diminution très, très, très forte de l'estrogène qui est reliée à une transformation de son système reproductif, en fait, de son mécanisme des différents mécanismes associés au système reproducteur de la femme, qui est pas mal différente chez l'homme. Donc, peu importe les détails, je ne vais pas rentrer dans le détail des mécanismes de reproduction, mais une chose est sûre, il y a différents changements qui vont se faire à ce niveau-là qui fait qu'on va produire beaucoup moins d'oestrogène et de façon extrêmement importante. Ce qui fait que ce manque d'oestrogène chez la femme va vraiment avoir un impact sur les ostéoblastes qui vont être beaucoup moins actifs. Et même si on a d'autres hormones qui vont contribuer, parfois chez certaines femmes, ce manque d'oestrogène suite à la ménopause va entraîner vraiment une diminution marquée de l'activité des ostéoblastes. Donc, on ne dépose plus assez rapidement de matière osseuse et il y a un débalancement avec la résorption osseuse. Donc, en d'autres mots, pour que ça soit clair, on va casser plus facilement de l'os qu'on en construit. Et ce débalancement peut amener à des conditions comme l'ostéoporose. Donc, vous savez très bien que les femmes ménopausées, dans certains cas, sont plus sujettes avoir une fragilité au niveau des os, avoir des fractures, de l'ostéoporose et tout ça. Et ça s'explique simplement par ce manque d'oestrogène causé par la ménopause qui fait que les ostéoblastes sont moins actifs. Parfois, dans certains cas, en prévention, on va prescrire des surplus de calcium avec de la vitamine D pour justement maintenir des taux de calcium élevés. Et donc, si on est en hypercalcémie, c'est un signal qui déclenche l'activation des ostéoblastes. Donc, en les tenant comme ça, toujours actifs, on vient un peu pallier au fait que l'estrogène est moins efficace parce qu'évidemment, il n'y en a plus ou très peu, en fait. Pour les signaux qui vont, au contraire, favoriser la destruction osseuse, la résorption, donc, c'est toujours une balance entre les signaux en bleu et en rouge. Je commence par la sérotonine, un peu moins important pour vous autres. Vous l'avez souvent vu dans un contexte, surtout dans la dernière session, de neurotransmetteurs. Donc, élément qui va être sécrété par un neurone pour stimuler de façon positive ou négative un autre neurone. Mais on sait aussi qu'en plus de son rôle de neurotransmetteur, il semble y avoir un effet de la sérotonine sur la résorption osseuse. Donc, les ostéoclastes semblent plus actifs en présence de sérotonine. Donc, ça favorise en fait la dégradation de l'os. Ce qui est plus important pour moi, c'est les glucocorticoïdes, particulièrement le cortisol. Donc, une hormone que vous avez beaucoup étudiée aussi dans la dernière session. Fait beaucoup de choses le cortisol, mais un effet qu'on ne vous avait jamais enseigné jusqu'à maintenant, c'est qu'on sait maintenant que le cortisol va carrément, dans un premier temps, diminuer la croissance du cartilage au niveau des métaphyses, au niveau des os. Donc, on provoque
non seulement une résorption osseuse, mais on ralentit la croissance. Et ça, c'est deux effets associés au cortisol. Le cortisol, c'est une hormone hyperglycémiante, donc vous êtes en hypoglycémie, vous pouvez faire du cortisol, mais c'est aussi une hormone associée à une réponse de défense au stress. Donc, toutes sortes, en fait, n'importe quel type de stress va déclencher la production de cortisol, ce qui fait en sorte qu'on va fragiliser les os généralement par le fait qu'on va faire beaucoup de résorption osseuse. Encore une fois, ce n'est pas un problème en soi si les signaux en bleu ici que j'ai décrit tantôt balancent. Donc, on fait un peu de résorption, puis ensuite on reconstruit, on est correct. C'est quand les signaux en rouge l'emportent sur les bleus de façon chronique, là, c'est autre chose. Mais c'est particulièrement important pour vos intentions infirmiers parce que vous utilisez souvent des médicaments anti-inflammatoires ou peu importe à base de cortisol. La cortisone, c'est un exemple. Donc, toute cette famille de médicaments qui sont plus ou moins des versions artificielles du cortisol ont à peu près les mêmes effets. Et j'ai mis un Extérix ici parce que ça vous touche particulièrement en soins infirmiers. C'est clair que dans certains cas, on est obligé de donner des médicaments à base de cortisone, de cortisol, si vous voulez, pour des enfants pour différentes raisons. Des fois, ça peut être juste des pompes pour l'asthme. Parfois, c'est d'autres causes, d'autres conditions, mais il faut toujours réfléchir quand on va dans ce type de traitement-là, parce qu'évidemment, avec le deuxième point que j'ai encerclé ici, ça pourrait provoquer des retards de croissance importants chez l'enfant. Donc, c'est des traitements qui, généralement, on va bien réfléchir avant de les donner aux enfants. Et si c'est le cas, on va les surveiller. On va surveiller les courbes de croissance et voir s'il y a vraiment un effet négatif sur la croissance de l'enfant, parce que c'est vraiment les deux principaux effets ici. Non seulement on fait la résorption osseuse, mais en plus, on peut provoquer des retards de croissance au niveau des cartilages. Maintenant, il y a 3 mots ici, mais il y en a 2 qu'on va étudier particulièrement en détail. Comment on peut contrôler la calcémie au niveau du corps? En fait, c'est 2 hormones principalement qui vont contrôler cette calcémie. Donc, dans un premier temps, la parathormone qui est écrit ici, ou le PTH, je vous expliquerai les mécanismes en détail aux prochaines diapos, mais ce que je veux que vous gardiez en tête, la PTH ou parathormone, l'effet final, c'est une hormone qui va contribuer à augmenter la calcémie. Ça veut dire qu'on augmente votre taux de calcium sanguin. Évidemment, on va la produire, cette hormone-là, quand vos taux de calcium sont faibles. Si vous avez déjà beaucoup de calcium, on ne fera pas de la PTH parce qu'on va on va empirer le problème. Si vous avez beaucoup de calcium, je fais de la PTH, puis on remonte encore plus la calcémie, ça ne fonctionne pas. Souvenez-vous du concept d'homéostasie, c'est toujours d'être dans la norme. Donc, si on en a trop, on veut l'enlever, si on en a pas assez, on remonte. Donc, dans ce cas-ci, quand vous manquez de calcium, vous faites de la PTH pour remonter votre niveau de calcémie. À l'inverse, si vous avez trop de calcium, vous allez faire de la calcitonine. Et l'effet principal de la calcitonine, c'est de diminuer la calcémie. Donc, vous allez faire cette hormone-là quand votre sang est trop riche en calcium. Donc, si vous avez beaucoup de calcium dans le sang, vous faites de la calcitonine pour la rediminuer à un niveau acceptable. C'est toujours le même principe. Donc, ça, c'est un peu du par cœur, mais il faut que vous soyez à l'aise à connaître l'effet de ces hormones-là. Donc, PTH, on augmente, calcitonine, on baisse. La vitamine D, on va en parler un petit peu moins, mais elle est importante quand même. Elle contribue à augmenter la calcémie, mais d'une façon un peu différente que la calcitonine. C'est en fait une vitamine qui est importante pour l'absorption du calcium alimentaire, donc que vous allez manger. Donc, si vous mangez des aliments ou vous prenez des boissons comme le lait qui est riche en calcium, au niveau de l'intestin grêle, il faudra pouvoir absorber ce calcium. Et c'est essentiel d'avoir de la vitamine D pour permettre cette absorption de calcium. Si vous manquez de vitamine D, le calcium ne sera pas absorbé. Et s'il n'est pas absorbé, bien évidemment, vous l'éliminez dans les selles et vous le perdez. Donc, c'est évidemment un élément qui augmente la calcémie, parce que si vous le perdez dans les selles, bien évidemment, on ne retrouve pas de calcium dans le sang. Donc, c'est bien beau d'en manger beaucoup. Ça me prend la vitamine D qui va favoriser l'absorption. Et une fois en circulation sanguine, évidemment, ça favorise l'absorption du calcium alimentaire de l'intestin vers le sang. Une fois dans le sang, là, on va faire de la calcitonine qui va dire aux os, bien, va chercher ce calcium-là pour le déposer dans les os. Les ostéoblastes vont s'activer, puis en même temps, pendant que je le dépose dans les os, ça va diminuer ma calcémie. Ce qu'on va voir plus en détail aux prochaines diapositives.
Maintenant, pour faire suite à la diapo précédente, on va étudier plus en détail 2 boucles de régulation, si vous préférez 2 boucles de rétroaction, pour comprendre justement comment votre corps répond à 2 problèmes. Donc, exemple, ici, ce qu'on illustre à la figure 17-22 de votre manuel, qu'est-ce qui se passe dans votre corps lorsque vous avez, en fait, quand vous êtes en hypocalcémie, quand vous manquez de calcium? Donc, il y a une réponse biologique, si vous êtes en santé, qui va s'enclencher pour rétablir la situation. Et en même temps, on va étudier à la prochaine diapositive la réponse biologique, en fait, qui va être impliquée dans une situation où, au contraire, on est en hypercalcémie, donc quand le calcium est trop élevé. La figure dans votre manuel ici est parfaite. C'est une bonne première étape pour étudier la boucle. Il manque des détails, par contre, et dans ce cours-ci, c'est comme un peu dans les cours de biologie que vous avez déjà fait depuis le début de votre cégep. Il y a une façon d'écrire les boucles de régulation qui illustrent les réponses, et c'est ça que je vous demande pour l'examen. En fait, je vais le faire au tableau blanc pour que ça soit plus clair. Donc, je vais rajouter quelques détails, et comme on vous a déjà enseigné, je veux que vous soyez à l'aise à écrire une vraie boucle de régulation comme on a déjà étudié. Donc, une boucle de régulation, peu importe le problème impliqué, ça commence toujours par un stimulus. Donc, un élément dans l'environnement, par exemple, qui peut amener une perturbation dans votre corps. Dans ce cas-ci, je vous donne un exemple. Il peut y avoir plein d'exemples, mais l'exemple qui me vient en tête, on va dire une diète alimentaire draconienne ou sévère. Donc, on parle d'un débalancement alimentaire ici. Qu'est-ce que j'entends par là? Bien, là, je donne un exemple exagéré, mais juste pour illustrer le propos. Exemple, vous décidez demain que pour être en santé, vous ne mangez que du chou puis de l'eau. C'est fini, vous ne prenez pas d'autre chose. Évidemment, ça va amener plein de déséquilibres à plein de niveaux. On ne fera pas tous les boucles. Celle qui m'intéresse ici, ça va être le déséquilibre en termes de calcium. Donc, si vous avez une diète alimentaire pauvre en calcium, parce qu'elle est draconienne, sévère, le déséquilibre que ça va amener, dans ce cas-ci, c'est une baisse du calcium sanguin, donc on diminue la calcémie. C'est important de dire que ça diminue, parce que oui, ça affecte la calcémie, donc le taux de calcium sanguin, mais évidemment, ça peut augmenter, ça peut diminuer. Ici, notre problème, c'est qu'on manque de calcium au niveau de la circulation sanguine. Donc, ça, c'est le problème de départ. C'est toujours la même chose, le stimulus qui provoque un déséquilibre au niveau d'un paramètre ou d'une variable corporelle. Dans ce cas-ci, ma variable, c'est le taux de calcium sanguin. Pour détecter ce problème, j'ai toujours des récepteurs, donc des structures biologiques dont le principal rôle est de détecter le problème et d'informer un centre de régulation ou un centre de contrôle. Donc, dans ce cas-ci, il y a plein de récepteurs que vous allez étudier au cours de votre DEC. Si je vous dis que le calcium, c'est une substance chimique, bien évidemment, le type de récepteur impliqué ici, c'est un chimiorécepteur. Et les chimiorécepteurs, il y en a toutes sortes. Il y a des chimiorécepteurs pour n'importe quelle sorte de substance chimique dans votre corps. On peut avoir des chimiorécepteurs pour le glucose, exemple. Mais dans ce cas-ci, les chimiorécepteurs sont spécifiques au calcium. Et ils sont situés à un endroit particulier. C'est surtout les chimiorécepteurs qui font partie des glandes parathyroïdes. Donc, les parathyroïdes, il faut faire attention, ça ressemble au terme thyroïde, mais ce n'est pas la même glande. Donc, les parathyroïdes, en fait, il y en a 4. Hein. Vous avez une glande thyroïde, mais vous avez 4 glandes parathyroïdes. Donc, comme il y en a 4, je vais mettre un S. Et c'est donc des cellules spécialisées des parathyroïdes qui possèdent des chimiorécepteurs qui vont être capables de détecter, dans ce cas-ci, la diminution de calcémie. Pour ceux qui se demandent pourquoi que ça ressemble beaucoup à la thyroïde, bien, le para, en fait, c'est simplement pour signifier que c'est des glandes qui sont associées à la thyroïde dans ce sens où physiquement, ils se touchent, en fait. Pour ceux qui s'intéressent, les 4 glandes parathyroïdes sont situées directement sur la thyroïde. C'est des petites glandes vraiment très difficiles à détecter qui sont situées sur la thyroïde. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les parathyroïdes. Mais il faut faire attention, c'est des glandes complètement différentes qui ont des fonctions complètement différentes. Donc, maintenant, il y a un centre de contrôle ou un centre de régulation, et dans ce cas-ci, les chimiorécepteurs des parathyroïdes vont informer le centre, et c'est encore une fois les glandes parathyroïdes qui agissent comme centre dans cet exemple.
Donc, les 4 glandes parathyroïdes reçoivent l'information des chimiorécepteurs. Donc, techniquement, en fait, vous avez des cellules dans les parathyroïdes qui ont les récepteurs spécifiques au calcium, détectent la diminution de calcium. Comme il y en manque, on vient informer d'autres cellules qui font aussi partie des parathyroïdes, qui vont agir un peu comme un centre de contrôle. Et ces cellules, qu'est-ce qu'elles vont faire? Ces cellules qui agissent comme centre de contrôle, centre de régulation, elles vont émettre un messager chimique, une molécule, une hormone qui va aller stimuler 3 effecteurs. Dans ce cas-ci, la molécule, c'est la parathormone, donc la PTH. Et la PTH va quitter la glande ou les glandes parathyroïdes, s'en va en circulation sanguine et va aller agir sur différents effecteurs du corps. Et en fait, il y en a 3. 3 organes qui vont être sensibles à l'action de la PTH. Le premier qu'on a discuté déjà, c'est les os. Donc, les os, en fait, aussitôt qu'ils vont recevoir l'hormone parathyroïde, il va s'enclencher un élément. Je vous demande ici, quand vous dessinez une boucle de régulation comme ça, non seulement je veux voir le nom des effecteurs, mais je veux savoir aussi leur effet direct. Donc, les os, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, la PTH va dire aux os, active tes cellules ostéoblastes. Pardon, j'ai fait une erreur ici. Donc, il faut faire attention, justement. Il y a juste une lettre de différence. C'est des ostéoclastes. Donc, je vais répéter pour être sûr qu'il n'y a pas de confusion. Je m'excuse pour le petit cafouillage. Donc, je répète, les parathyroïdes, quand on fait de la PTH, on agit sur les os. Et au niveau des os, on va activer des cellules qui s'appellent ostéoclastes. C'est pour casser de l'os. On en a déjà discuté d'ailleurs. Et ça, c'est le premier effet. Donc, les ostéoclastes vont être beaucoup plus actives. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Bien, l'effet des ostéoclastes, c'est de dégrader ou casser de l'os, du tissu osseux. Donc, on dégrade, on brise le tissu osseux. Donc, littéralement, l'os va perdre de la matière. Le deuxième effet de la PTH, on va agir sur les reins. Donc ça, vous avez étudié ça avec moi pendant la session. On a fait plusieurs capsules. Donc là, vous allez être familier avec le terme que je vais écrire. Réabsorption au niveau des néphrons. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La PTH va agir non seulement sur les os, mais elle va agir sur les reins, sur les néphrons, pour favoriser la réabsorption du calcium. Ici, j'écris Ca2+, ça c'est l'abréviation chimique. Donc, réabsorption du calcium. En d'autres mots, au lieu que les reins éliminent le calcium dans l'urine, on récupère le calcium au niveau des tubules rénaux et on va renvoyer ce calcium vers la circulation sanguine. Et le troisième effet de la PTH, on va jouer au niveau de l'intestin grêle. Le petit intestin, c'est la même chose, donc l'intestin grêle. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va permettre l'absorption du calcium alimentaire. Et le terme alimentaire est important, c'est pour vous rappeler que c'est le calcium que vous mangez. Donc, on est au niveau du système digestif. OK, donc, calcium alimentaire ici. Et ce que ça veut dire, c'est que si vous mangez des aliments riches en calcium, la PTH, si elle est produite, on va augmenter l'efficacité de l'absorption du calcium que vous avez digéré au niveau de l'intestin grêle. Je donne des chiffres au hasard, mais exemple, si vous n'avez pas de PTH, bon, on est, mettons, efficace à 35-40% en termes d'absorption du calcium et le reste est éliminé dans les selles. Par contre, si vous avez de la PTH, l'absorption va être favorisée, donc on peut monter à 80-85% d'efficacité. Donc, dans ce cas-ci, on va vraiment stimuler la fonction d'absorption au niveau de l'intestin grêle et on va aller chercher un maximum de calcium alimentaire au lieu de le perdre dans les selles. Ce qui amène à la réponse finale. Donc, l'effet des 3 effecteurs ici, qu'est-ce que ça va engendrer? Bien, on devrait résoudre le problème. Donc, la réponse finale, on va remonter la calcémie jusqu'à un niveau acceptable. Donc, comment ça se fait que j'augmente le taux de calcium sanguin? Bien, évidemment, si je casse de l'os, évidemment, je dégrade la matière osseuse, mais le calcium qui était intégré dans cet os-là va se retrouver en circulation sanguine. Donc, on remonte la calcémie. Les reins, au lieu d'éliminer le calcium, on le réabsorbe. Donc, on renvoie ça dans le sang. Ça contribue également d'une autre manière à remonter le niveau de calcium sanguin.
Et l'intestin grêle, ben, au lieu d'éliminer le calcium dans les selles, on le récupère également au niveau de l'intestin. On absorbe ce calcium vers le sang, donc suite à une diète alimentaire qui serait riche en calcium. Là, évidemment, il y a des gens qui vont se dire « Ouais, mais lui, il n'en mange pas. » Donc, évidemment, s'il n'y en a pas, il y a juste 2 effets qui vont avoir lieu. Mais mon exemple de chou et d'eau était très exagéré, donc on va plus penser à quelqu'un qui a une diète insuffisante en termes de calcium, donc on n'a peut-être pas beaucoup, mais ce qui aura passé à ce niveau-là, ce qui aura été digéré, on va aller le récupérer. Donc on joue à 3 niveaux ici pour remonter le niveau de calcémie, et on va faire de la PTH jusqu'à temps que le niveau revienne dans les normes, dans un intervalle normal. C'est donc une rétro-inhibition. Pourquoi? Parce que je vais en sens inverse du déséquilibre. Si le déséquilibre était une diminution du calcium en dessous des normales et que la réponse de la boucle va dans le sens inverse, je remonte mon calcium. Donc, évidemment, c'est une rétro-inhibition. Normalement, chez une personne en santé, cette boucle-là se fait normalement. Donc, c'est pour ça que même s'il y a des moments de votre vie, vous avez sauté un repas, la nuit ou peu importe, tomber en hypocalcémie, vous ne sentez pas les contre-coups parce que cette boucle-là s'active et on remonte votre calcium à un niveau normal. Le problème, c'est un patient qui va être malade. Donc là, pour X raisons, cette boucle-là ne se fait pas de façon efficace. Une atteinte des parathyroïdes qui fait en sorte qu'on produit moins de PTH. Donc, exemple, on stimule moins bien ces effecteurs-là, on n'arrive pas à remonter. Le patient reste en hypocalcémie pendant une certaine période, il n'arrive pas à remonter. Là, on a un problème. Là, on pourrait voir un contre-coup au niveau musculaire. Donc, le patient se plaint, exemple, de faiblesse musculaire, il y a de la difficulté à faire des tâches et tout ça parce que les muscles ne se contractent plus. Vous savez maintenant que le calcium, on ne revient pas dans le détail du métabolisme musculaire, mais le calcium est nécessaire pour contracter les muscles. Donc, il n'y arrive plus, il n'y a pas assez de calcium, même chose. Il y a des influx nerveux qui vont avoir de la difficulté à se créer parce qu'on a besoin de neurotransmetteurs et pour libérer un neurotransmetteur, j'ai besoin de calcium. Il peut même être confus si l'hypocalcémie est sévère. Il y a de la difficulté à répondre à des questions simples parce que les influx nerveux ne se font plus aussi efficacement au niveau des neurones du cerveau. Ça pourrait être d'autres signes associés, donc des signes cliniques associés à l'hypocalcémie non régulée. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? En début de session, on a étudié le système cardiovasculaire. Le calcium est important pour permettre les contractions. Donc, on pourrait observer des arythmies cardiaques, peut-être même une baisse de la fréquence cardiaque. Donc, tout ça parce que cette boucle-là serait inefficace. Okay? Donc, évidemment, quand la boucle de régulation ne se fait pas, c'est là qu'on va tomber. On n'est plus en équilibre, donc on n'est plus en homéostasie. Puis c'est là qu'on va voir différentes pathologies apparaître. La deuxième boucle que je vous demande pour le système squelettique, c'est la boucle inverse. Donc, il y a des éléments qui vont être similaires, mais il faut faire attention aussi. C'est facile, c'est pas compliqué à comprendre, mais des fois, on part avec la mauvaise boucle. Donc là, dans ce cas-ci, disons qu'on boit un verre de lait. Tout simplement. Même si c'est juste un petit verre, il y a déjà du calcium dans le lait. Donc, aussitôt qu'il y a présence de calcium alimentaire, ça va déclencher une situation d'hypercalcémie. Et là, il faudra voir comment on va s'adapter à ce niveau-là. Donc, si tu bois du lait, bien évidemment, il y a du calcium, on digère le lait, et une fois qu'on va avoir absorbé le calcium, ça va remonter mon taux de calcium sanguin. Donc, je devrais être au-dessus de la normale, ce qui va provoquer une hypercalcémie ou une augmentation du taux de calcium sanguin. Les récepteurs, c'est encore des chimiorécepteurs, mais dans ce cas-ci, on n'est pas sur le même organe. C'est des chimiorécepteurs spécifiques au calcium, mais situés à un autre endroit, une glande qui s'appelle la thyroïde, que vous avez déjà étudiée dans d'autres contextes, entre autres avec les hormones thyroïdiennes. Cette session-ci, on la voit dans un contexte de calcémie. Donc, on va voir que la thyroïde, oui, elle fait de la T3, T4, des hormones thyroïdiennes. Ça, c'est une autre histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la deuxième hormone qu'elle peut produire, la calcitonine. Donc, on augmente le calcium au niveau sanguin. Chimiorécepteur détecte ce calcium, cette augmentation de calcium sanguin. Et là, le centre, c'est encore une fois la même glande, ça va être la thyroïde. Donc, le chimiorécepteur de la thyroïde va stimuler d'autres cellules de la thyroïde qui vont agir comme centre. Donc, la thyroïde, un peu comme tantôt, est à la fois le récepteur et le centre. Et la thyroïde, elle est spécialisée dans une hormone qu'on a décrit très brièvement tantôt, la calcitonine.
une fois que la calcitonine quitte la thyroïde pour aller en circulation sanguine, on va agir sur différents effecteurs. Et dans ce cas-ci, il y a principalement deux effecteurs. Donc, la calcitonine n'a pas la capacité d'agir sur l'intestin grêle, comme on avait parlé un petit peu dans le cas de la PTH tantôt. Elle peut agir seulement sur les os et les reins. Des fois, j'ai des gens qui se demandent pourquoi. C'est simplement que les cellules au niveau de la paroi intestinale n'ont pas les récepteurs à la calcitonine, mais les différentes cellules du néphron et des os ont les récepteurs à la calcitonine, donc seront sensibles à l'action de cette hormone. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, une fois que la calcitonine agit sur les os et on les stimule, là, on va travailler sur une autre hormone. Pardon, je me suis très mal expliqué. Pas une autre hormone, une autre cellule. Donc, c'est les cellules que je vous ai présentées en début de capsule, ostéoclaste ou ostéoblaste. Dans ce cas-ci, ça va être B pour bâtir. Donc, la calcitonine va dire aux os, active les ostéoblastes, et là, on va commencer à construire, à bâtir de l'os. Donc, littéralement, on synthétise du tissu osseux. En fait, je vais y aller avec production de tissu osseux, ça va être plus clair. Donc, on produit au niveau de l'os du tissu osseux. Parfois, on parle de matériaux ostéoïdes, c'est la même chose. Et au niveau des reins, au lieu de faire de la réabsorption de calcium, on va favoriser l'élimination. Donc, le deuxième phénomène qu'on avait vu pendant la session, qui s'appelle la sécrétion. La sécrétion rénale, il faut faire attention. C'est un mot en biologie qu'on utilise dans différents contextes et que ça vous amène une confusion. Quand on dit une hormone comme la thyroïde sécrète de la calcitonine, ça veut dire qu'elle va produire et libérer la calcitonine. Mais quand on est au niveau des reins, dans le système urinaire, la sécrétion, si vous ne vous souvenez pas, ça a complètement un autre sens. Ça veut dire qu'on élimine. Ça veut dire qu'on va déplacer le calcium vers l'urine. Ceux qui ne se souviennent pas des capsules sur le système urinaire, c'est un petit rappel. Donc, les reins ici vont favoriser la sécrétion de calcium, c'est-à-dire qu'on élimine le calcium dans l'urine. Et ces deux effecteurs et leurs réponses associées vont favoriser une diminution de la calcémie. Parce qu'évidemment, les reins, ça c'est très facile à comprendre. Si on élimine le calcium dans l'urine, bien, il y en a moins dans le corps, il y en a moins dans le sang, donc ça diminue la calcémie. Donc la réponse finale ici. Et les os, peut-être c'est moins évident pour certains d'entre vous, mais les os, en activant les ostéoblastes, je produis du tissu osseux. Donc j'ajoute de la matière osseuse, mais pour construire de l'os, j'ai besoin de calcium. Donc ça, c'est une chose qu'on avait vue dans la première capsule du système squelettique. Alors, à chaque fois que je vais ajouter de la matière osseuse, je vais aller récupérer du calcium dans le sang pour le déposer dans l'os, pour construire ce tissu osseux. Fait qu'évidemment, si je le transfère du sang vers l'os, il en reste moins dans le sang. Donc, que ce soit le fait qu'on envoie le calcium sanguin dans l'urine ou dans les os pour le déposer, ça va avoir un effet net de diminuer la calcémie. Et c'est clairement une rétroinhibition parce que si je regarde la réponse finale, je vais encore une fois en sens inverse du déséquilibre. Donc, j'étais en haut des normales, j'étais en hypercalcémie, j'ai cette réponse avec la calcitonine qui s'active, on agit sur les os, les reins, qui me permet d'utiliser le calcium pour les os ou l'éliminer dans l'urine et en bout de ligne, il va en rester moins dans le sang, donc on diminue la calcémie. C'est clairement une rétroinhibition.